Fergus Henderson et Jeremy Lee, deux éminents chefs britanniques, entreprennent un grand voyage de découverte gastronomique. Du chien en gelée, quel bonheur! Ils partent faire le tour du monde afin de goûter aux mets les plus étranges. Il n'est pas mort. Il bat encore. Laisse le pénis dans la bouteille. L'être humain est omnivore et prédestiné à manger de presque tout. Mais depuis une cinquantaine d'années, et tout particulièrement en Grande-Bretagne, l'homme est devenu difficile et facilement impressionnable. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous mangions du lapin, du faisan, de la biche, sans oublier du pigeon, du blaireau et de la lamproie. Mais aujourd'hui, notre alimentation se concentre sur 4 animaux. La vache, le mouton, le cochon et le poulet. Face aux nombreuses mises en garde contre les méfaits de l'industrie agroalimentaire, ne devrions-nous pas diversifier la viande que nous mettons dans notre assiette? Voici l'exploration culinaire de 2 chefs à travers 3 continents. On dirait un bébé massacré au couperet. Afin de découvrir ce que l'homme est capable de manger, ils ne reculeront devant rien. Asticots, rats, chiens, Les intestins de chien, c'est... jusqu'au défi ultime. Fergus Henderson et Jeremy Lee sont 2 des chefs les plus réputés de Grande-Bretagne. C'est l'audace de leur menu qui a fait leur réputation. L'essence du canard, le cœur. Fergus, qui est atteint de la maladie de Parkinson, sert du cochon entier, de l'os à la moelle et même de l'écureuil, au nom du fameux principe de « tout est bon dans le cochon ». L'idée de « tout est bon dans le cochon » est de manger toutes les parties de l'animal, en fonction des saisons, de se laisser guider par la nature. Puisqu'il est mort, autant le manger. Le cochon est une extraordinaire créature holistique. On mange le museau, la queue, la langue en confit, la tête entière ou la moitié seulement. Ça fait un excellent dîner pour 2, la tête de cochon. Jeremy Lee privilégie les produits de saison les plus frais, mais aussi parfois les plus obscurs. Il est impératif que tout ce qui figure sur la carte soit d'une qualité, d'une saveur et d'une fraîcheur irréprochables. C'est vraiment formidable de recevoir toute une brassée d'oignons nouveaux et de savoir qu'il s'agit de la récolte annuelle d'un seul et même jardin. C'est fantastique. Les 2 chefs font fureur dans le Londres chic, où ils sont prisés pour leur cuisine vraie et authentique. Afin de découvrir jusqu'où l'homme est prêt à aller pour satisfaire son estomac, ils embarquent pour un tour du monde gastronomique qui les conduira de l'animal vaguement familier au plus inhabituel. Le moment est venu de goûter au premier mets de leur menu tabou. Ils sont en Italie du Nord et croient naïvement qu'ils n'ont rien à craindre. Dans la petite ville de Filecchio en Toscane, la population locale organise une fête autour de la gastronomie régionale. Le monde de la polenta. Sur le continent européen et tout particulièrement en Italie, le mouvement Slow Food, qui met l'accent sur l'authentique, le local et le saisonnier, est plus que jamais d'actualité. Ce sont des faisans? Comme c'est charmant de laisser les ailes. Fergus et Jeremy sont 2 des plus fervents défenseurs de cette approche culinaire et se sentent parfaitement dans leur élément. C'est du mouton? Mais... Dans la campagne italienne à l'automne, c'est la saison de la chasse. Mario est un chef et un tireur hors pair. Mais comme en Italie, il y a peu de gibier à plumes, il se rabat sur les oiseaux chanteurs. Des petits oiseaux? Ce sont des uccelli. Les oiseaux préférés de Mario sont la grive et le merle, qui chantent communément dans les jardins anglais. Je me souviens qu'un jour, quelqu'un est arrivé à la porte de notre vieille maison avec un sac plein de coqs de bruyère. C'était une véritable tempête de plumes dans la maison. Tu as mangé du coq de bruyère? En fait, Désolé pour toi. maintenant que tu le dis, Parlons d'autre chose. En Italie, chasser les oiseaux de jardin est parfaitement légal. Mais ils se font rares et sont réservés à la consommation personnelle. voici un oiseau magnifiquement préparé. Il est arrivé avec toutes ses plumes et maintenant, il est nu comme un verre. Ses plumes feraient un formidable coussin d'ailleurs. Si la vue de ces oiseaux nous choque,
Est-ce parce qu'ils portent encore la tête et les pattes? Parce qu'ils sont minuscules? Ou est-ce simplement parce qu'ils ne sont pas présentés sur une barquette en polystyrène aseptisée enveloppée de cellophane? Je laisse le cœur et le foie. Fergus et Jeremy s'imprègnent de la cuisine locale, tandis que Mario prépare les grives. Elles sont cuites en 30 minutes à peine, dans une sauce italienne traditionnelle à base de tomates, de sauge et d'huile d'olive. Servies avec de la farine de maïs bouillie, les 12 oiseaux, avec la tête et le bec, sont prêts à être dégustés. Waouh, regardez-moi ça. Fergus et Jeremy se lancent. La cervelle est le mets le plus délicat. La sauce est une merveille. Les grives sont aussi chantantes dans l'assiette que sur une branche. Ça fait quoi quand tu croques la tête? Comme une petite tête d'oiseau, bien remplie, magnifiquement cuisinée. Tous ces souvenirs. Tous ces souvenirs, si jeunes et si tendres. Un vrai délice. Ils sont parfaits. C'est vraiment super bon. Les petits oiseaux ne demandent qu'à être mangés. Je ne sais pas, ils représentent la ration idéale offerte par la nature. C'est comme si elle nous procurait le mets parfait. Les deux chefs sont si enthousiasmés par la cuisine de Mario qu'ils décident de créer leur propre plat à base d'oiseaux. Qu'allez-vous faire de ces oiseaux? Une sorte de sandwich à l'uccello. C'est quoi l'uccello? Les petits oiseaux. Je te présente les uccelli. On va les entrelarder. Les aplatir. Et ils feront office de garniture. Et si c'est dégoûtant, on rigolera bien. Tu devrais les couper en dés. Mais je t'en prie, exprime-toi. Je veux pas que tu te sentes forcé. Je peux utiliser votre wow-wow? C'est parfait. Tu les vides de leur substance. Parfait. Voilà. Pizzaiolo? 10? Non, 15. Vous n'utilisez pas de pince? Non, tu sais, les chefs sont très... Ils secouent leurs poils tout le temps. Ça fait monter l'adrénaline. En théorie, la pizza doit permettre de mâcher les os plus facilement. Ils prennent délibérément le risque de servir de la pizza à des Italiens. C'est vrai que ça a un côté gothique. Libérons nos ouailles. Si ça tourne mal, On s'enfuit. tout à fait. Magnifique. Voilà. Pizza. Mangiare? On va bien voir. Nouveau. Apéritif. De la pizza à la grive marinée dans le vin rouge, le vinaigre, l'huile d'olive et l'échalote. Le tout agrémenté de têtes d'oiseau, de figues et de feuilles de sauge, légèrement revenues à l'huile d'olive. Tenez, voilà pour vous. Ne soyez pas timide. C'est bon. C'est bon. Ouf. Les oiseaux chanteurs, et notamment les alouettes, étaient mangés par milliers au XIXe siècle en Grande-Bretagne, ce qui a sans doute contribué à leur raréfaction aujourd'hui. Ce sont en fait des poules sauvages version réduite, nourries de façon certainement plus naturelle que leurs cousines élevées en batterie. De retour à Londres, Jeremy et Fergus repensent avec émotion à ces petits oiseaux. C'est une viande délicieuse et très curieuse. Bizarrement, nos amis italiens ont fait Burke. Et on dit que c'était répugnant. La sauce qui les accompagnait était délicieuse et j'ai beaucoup aimé cette façon de les cuisiner. Non, c'était vraiment excellent. Tout ce qui se mange, y compris la tête.
En fait, quand c'est cuisiné avec passion, c'est toujours bon. Un peu plus au sud, dans les collines des Abruzzes, d'autres Italiens mangent aussi un animal entier. Le prochain mets de ce menu de plus en plus tabou vole à l'encontre d'instincts profondément enfouis. Tandis que Fergus profite des festivités en Toscane, Jeremy vient aider Alessandro Pellini à rassembler ses brebis pour l'attrait. Dans la ville de Castel del Monte, on produit depuis plusieurs siècles du pecorino, un fromage à pâte dure à base de lait de brebis. On entretient aujourd'hui une véritable phobie des aliments périmés. C'est pourtant là tout le secret du fromage, du lait en décomposition. C'est simple comme bonjour, comme toutes les bonnes choses. Une fois que le lait a caillé, Alessandro surveille la formation de la moisissure. Des champignons microscopiques se frayent un chemin à travers la croûte épaisse. Si la moisissure a des points rouges, c'est encore mieux, car ça donne plus de goût. Et elle doit rester sur le fromage jusqu'à ce qu'il soit envoyé à la boutique pour être vendu. Vous m'en direz tant. Mais parfois, le processus échappe à tout contrôle et le fromage doit être mis à l'écart pour éviter qu'il contamine ses semblables. Attention à la tête. Ici, à Castel del Monte, certains de ces fromages défectueux connaissent une deuxième vie. Ils sont entreposés dans une cave sous la ville afin de subir un autre processus de décomposition. Qu'est-ce qui nous attend ici? Sa Majesté des mouches. Giuseppe Petricola encourage une variété de petites mouches domestiques à élire domicile et à se reproduire sur les fromages. Combien de temps vous les gardez ici? C'est un processus assez long. Il faut du temps pour faire un bon marchetto. Et vous mangez les vers en même temps? Oui. On mange aussi les asticots. C'est appétissant? Je n'irai pas jusque-là. C'est une nouvelle étape à surmonter. Qui vivra verra. Ceci n'est plus un pecorino. Grâce au sucre digestif des asticots, il s'agit désormais d'un marchetto. Oui, monsieur, comment ça va? Depuis des décennies, les hommes de Castel del Monte se réunissent autour d'un verre de vin pour déguster du marchetto. Et ce n'est pas uniquement pour son goût. Ce fromage, c'est comme du Viagra. Ah, ça explique tout. J'ai eu peur un instant en voyant tous ces hommes ensemble. C'était très viril. Mais mes craintes ont été balayées par un trait d'humour. Merci, Giuseppe. Jeremy n'a plus le choix. Et ils sont là. C'est un gros morceau de matière solide avec du mouvement. Je présume que je ne peux pas y échapper. C'est très fort. C'est bien plus fort que le roquefort. Au début, on ne sent rien, puis on passe à un tout autre registre. Le roquefort a un goût puissant et particulier. Mais là, c'est différent. C'est meilleur que le roquefort, car il y a des asticots. Ah, ça déménage. Je crois que je n'ai jamais rien goûté d'aussi fort et d'aussi aphrodisiaque. C'est un bon cru? Un bon marchetto? Oui, il est bon. Mais s'il y avait plus d'asticots, il serait encore meilleur. Le courage de Jeremy n'est pas sans précédent. Il y a encore un siècle, le Stilton était jugé médiocre s'il ne courait pas dans l'assiette. Aujourd'hui, il est interdit de commercialiser des fromages contenant des vers. Mais si on en croit le principe du «
on devient ce que l'on mange, ces asticots qui ont passé leur vie à l'intérieur du fromage sont en toute logique faits de fromage eux-mêmes. Je n'y avais pas pensé en goûtant ce fromage infesté de vers, mais une fois passé l'effet de surprise, je me suis dit que manifestement, au-delà de leur goût surpuissant, ces asticots sont composés de fromage. Et en y réfléchissant bien, ces mouches qui pondent directement sur le fromage ne me dérangent pas tant que ça, finalement. Le royaume animal comestible est vertigineux. Tout se mange, des plus grands primates aux plus petits insectes. Des créatures de légende à celles qui nous glacent le sang. Historiquement, l'homme ne mange que les animaux qu'il est capable de chasser, ceux qu'il rencontre en abondance dans son environnement, tels les antilopes d'Afrique ou les bisons du continent américain. Mais il semblerait que les Britanniques aient oublié ce détail. Leurs étables sont aseptisées, gérées industriellement et sans âme. Ailleurs, les choses sont plus saignantes et plus crues. Fergus Anderson et Jeremy Lee se rendent dans la banlieue d'Hanoï, au Vietnam, pour déjeuner. Leur menu tabou s'allonge de jour en jour. Et ils s'apprêtent à ajouter un animal biblique à leur tableau de chasse. Car ici, les Vietnamiens mangent un animal que la Bible tient en piètre estime. En Grande-Bretagne, on n'ose pas approcher les serpents. En revanche, les Vietnamiens élèvent des cobras au fond de leur jardin depuis des siècles. Il a l'air grincheux, hein? Attention à vos orteils! Il a les orteils à l'air, avec ses nu-pieds. Ça, c'est un sifflement convaincu. Oui. Le déjeuner est fort appétissant. Ces cobras ne donnent pas envie de s'y frotter. Mais dans un environnement aussi charmant, c'est différent. C'est un mini jardin d'Éden. Ici, Adam aurait mangé une goyave à la place de la pomme. Je me sens étrangement apaisé. Maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, il est temps d'y goûter. Bon, allons-y avant qu'ils nous entendent. Contrairement à l'anguille en gelée qui était couramment consommée au Royaume-Uni, le cobra est un mets d'exception. La crème de la gastronomie vietnamienne. Il est apprécié pour les vertus médicinales de sa chair, de sa peau et de ses os. Au Vietnam, on mange de la viande de serpent car elle est très nourrissante. C'est une viande très bonne pour beaucoup de nos organes. Elle aide à soigner le mal de dos. Elle est très bonne pour le cerveau. Et aussi pour la vue. Elle fait briller les yeux. C'est pour ça qu'elle est si recherchée. Fergus et Jeremy ont réservé dans un restaurant réputé pour son cobra. J'ai comme une envie de cobra. Cobra. Du cobra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En cuisine, le serpent est saigné vivant. Les concombres sont bien fermes. Le sang est récupéré dans une bouteille de vodka pour en faire du vin de serpent. Son cœur battant sera servi en apéritif, trempé dans de la vodka. À toi l'honneur. Tu es l'aîné et de loin le plus éminent. Je ne sais pas trop. D'accord. Il n'est pas mort, il bat encore. Oui. Après vous, très cher. Je sens les pulsations. Tu le sens descendre? Je crois qu'il est par là. Ouais. Boum boum badaboum badaboum. Je me sens énergisé. Tandis que les deux convives dégustent leur vodka, les cuisiniers préparent le reste du serpent. Les Vietnamiens mangent toutes les parties du serpent, comme le prône Fergus dans son restaurant londonien.
C'est de la bile. Ce qu'on évite de servir chez nous. C'est quoi la bile? C'est la partie de l'estomac qui digère tout, qui dissout la matière. Ça doit être acide et amer, j'imagine. Allez, cul sec. Je dois dire que c'est très bon. Eh bien, étrangement, c'est pas si mauvais. C'est vrai. C'est tellement dilué que je me demande si la vodka a un effet quelconque. On dirait que oui. Le serpent se mange très frais. 13 plats sont préparés avec un seul cobra, le tout en 7 minutes. Des nems au serpent. C'est incroyablement rafraîchissant. Frais comme une rose. Délicieux et très simple. La texture est très agréable. C'est vrai. Vient ensuite un plat préparé avec les os. C'est bon, les os de serpent. C'est même très bon. Il faut demander la recette. Pour faire la même à la maison. C'est délicieux. Tout vient du même serpent et ça ne ressemble à rien d'autre. Ça se tient très bien. Et c'est idéal à cuisiner. Seigneur. Voilà les frites. Menu cobra frites. Le serpent a charmé Fergus et Jeremy. C'est un mets versatile. Et lorsqu'il est aussi bien cuisiné, c'est un pur délice. Le charme continue d'opérer, même à Londres. C'est le genre de choses qu'on mangerait seulement si on était les seuls survivants d'un accident d'avion en pleine jungle. Encore faudrait-il tuer le serpent et le préparer. Mais là, il nous a été servi sous forme de plat absolument délicieux. Il n'y a pas de cobra au Royaume-Uni. Mais pourquoi ne pas ajouter du serpent d'élevage au menu? De la vipère. Cette sonorité n'est pas très appétissante. Vipère. Contrairement à cobra. Je pourrais envisager d'en cuisiner si on en trouvait chez nous en abondance. Personne n'a jamais tenté de nous en vendre, mais peut-être qu'après cette expérience... Il existe un animal qui se rencontre fréquemment en Grande-Bretagne et dans le monde entier. Un mammifère charnu à l'état sauvage et qui, au Vietnam, se déguste traditionnellement lors des mariages. À 1 heure du village aux serpents, Fergus et Jeremy décident de pousser plus avant leurs investigations culinaires. Dans la ville de Ding Bang, on mange du rat. Ce n'est pas seulement une excellente source de protéines, c'est aussi un mets symbolique. Un banquet de mariage sans rat, c'est une union vouée à l'échec. Les animaux chassés sont végétariens. Ils se nourrissent dans des rizières sans pesticides, en totale liberté. Fergus et Jeremy sont impatients de goûter ce cousin asiatique du lapin britannique. J'adore ce moyen de transport. Malgré les bosses, on file à travers les rizières de Ding Bang. Tu peux descendre? Aide-moi, veux-tu? Mais je t'en prie. C'est charmant ici. Le premier rat est débusqué dans un terrier entre 2 champs. Qu'est-ce qui se passe? Les chiens ont trouvé un rat dans un terrier. Ils posent des pièges aux 2 entrées. Il va l'enfumer. C'est comme au début des vieux films d'horreur, où il est écrit « Transylvanie 1890 ». Ils l'ont eu. Joli travail. Le rat se mange le plus frais possible, donc l'animal est tué à la dernière minute. Afin d'éviter une contamination par morsure, il lui arrache les incisives.
C'est toute une expédition. C'est bizarre, cette histoire d'incisive. Le deuxième rat est attrapé dans un cadre beaucoup moins idyllique. Ces égouts n'ont rien de bio. C'est un serpent mort? Très peu de rongeurs vivent sous des tas de briques. Ça ne te plaît pas? Je ne peux pas dire que ça m'excite les papilles. Non. Je dirais que le tas de briques prend le pas sur le côté mystique de la rizière. Ce n'est plus que un gros rat des villes. Ça m'ennuie de l'admettre, mais ça me rend frileux. Les chasseurs invitent Fergus et Jeremy à manger du rat, mais ils déclinent l'invitation. Le rat de rizière était une idée alléchante, mais le rat d'égout était le rat de trop. Pourtant, historiquement, les cochons se sont toujours nourris de déchets humains. Et les crevettes, les moules et les homards les plus savoureux se trouvent toujours près des évacuations. Alors, où est le problème? Peut-être que le rat d'égout nous rappelle trop le rat qui nous a apporté la peste. Dans une arrière-cour près de Dingbang, les chasseurs préparent 3 plats à base des animaux qu'ils viennent d'attraper. Frits ou bouillis et agrémentés de piment, de coriandre, d'oignons et de tofu, le résultat ressemble à du lapin ou à du lièvre. Les chasseurs mangent avec appétit et insistent pour que nos 2 chefs goûtent au rat au moins une fois dans leur pays. Bien qu'il ait refusé d'y toucher au Vietnam, Fergus ne semble pas réfractaire à l'idée, à condition qu'il sache d'où provient l'animal. Des rats en liberté qui mangent des pousses de haricots. Miam. Mais là-bas, je n'ai pas réussi à me jeter à l'eau. Fergus et Jeremy se rendent à 11 000 km d'Hanoï, en Namibie, dans le sud de l'Afrique. Le désert du Kalahari abrite une tribu indigène, le peuple San. Tout comme nous, les San ont depuis des milliers d'années appris à tirer profit de la nature environnante. Mais dans cette partie du monde où sévit la sécheresse, où l'on cultive très peu la terre et où l'industrie est inexistante, les San dépendent encore de la chasse et de la cueillette. Plusieurs femmes de la tribu entraînent Fergus et Jeremy dans la savane pour chasser le prochain plat de leur menu tabou. Contrairement aux minuscules asticots à fromage de Castel del Monte, les buprestes sont de très gros insectes. Tu aimes les insectes? Pas trop, non. Fergus et Jeremy trouvent l'idée de manger ces coléoptères tout à fait répugnante. Pas d'insectes. Pas d'insectes par ici? Quel dommage. Triste perspective. Mais très vite, une femme trouve un bupreste. Digne des pires cauchemars de Fergus. D'accord. Je suis un petit être fragile, mesdames. Essaie de le prendre dans tes mains. C'est pas comme ça qu'on va prouver notre virilité. Ouais, je sais. C'est le côté fragile de ses petites pattes. Il se débat autant qu'il peut. Les recherches se poursuivent. Les femmes de la tribu veulent que Fergus et Jeremy participent activement à la chasse. Elles arrachent les ailes et les pattes des coléoptères pour les empêcher de s'échapper. Bien.
Tu l'as fait? Je ne sais pas. Il s'est passé quelque chose. C'était très fort pour moi et pour la bête. J'ai senti les pattes gigoter. C'est pas vrai. On est vraiment des poules mouillées. Tout à fait navrant. Oui. Revenons en terrain sûr. Au village, c'est l'heure du déjeuner. Oui, je sais. D'accord, d'accord. C'est mérité. Les femmes font rôtir les insectes dans le feu avant d'en faire une pâte en les broyant avec des tubercules et des épices. On dirait un peu du thon en boîte. Les Occidentaux ne mangent pas de coléoptères, ni aucun autre insecte d'ailleurs. Mais nous mangeons en grande quantité leurs cousins aquatiques, les crustacés. Y a-t-il une si grande différence entre une crevette Black Tiger et un Buprest, surtout lorsqu'il est réduit en bouillie? Eh bien, ça pique un peu. Et au bout de la langue, ça fait ouh. Intéressant, hein? On sent des picotements. Et c'est juteux. Ça a l'air bon, on dirait même que ça vous plaît. Oui. On pourrait en mettre dans un bocal et le vendre au supermarché à bon prix. Muche pesto. Une nouvelle sensation gustative. C'est intéressant. Et c'est une véritable expérience gustative. Mais... je ne compte pas mettre d'insectes au menu pour l'instant. C'était un peu comme des After Eight. C'est très énergisant et très nourrissant. Ça donne vraiment du punch. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Et si on en mettait dans de jolis bocaux blancs avec une belle étiquette, ça se vendrait une fortune. Fergus et Jeremy ont terminé leur mise en bouche à base de mets sauvages et exotiques et sont de retour en Italie pour le prochain animal sur leur liste. Un animal qu'ils ne connaissent que trop bien. Au Royaume-Uni aujourd'hui, les chevaux sont considérés exclusivement comme des animaux de concours, de course ou de compagnie. Et depuis qu'ils ont cessé de les exploiter au champ, les Britanniques sont devenus extrêmement sentimentaux à leur égard. Fergus et Jeremy se rendent dans les collines de la région des Marches, là où les chevaux jouent un autre rôle. Celui d'animal nourricier. Il est 8 heures du matin dans la ville de Cali et Fergus et Jeremy sont dans un abattoir. Vu la couleur de son tablier, je dirais que le boulot est fini. C'était rapide. Dans cette région de l'Italie, on mange de la viande de cheval depuis presque 1000 ans. Rien d'étonnant puisqu'on en mangeait encore en Grande-Bretagne dans les années 50. Le cheval est un mets traditionnel local et très raffiné. Les gens de Cali vont même jusqu'à dire qu'il fait partie de leur identité. Il manie très bien le fendoir. Celui qui fend bien est souvent doué aux fléchettes. J'en déduis qu'il doit être imbattable. Fergus et Jeremy ont été invités à manger et à préparer de la viande de cheval pour un festin champêtre. Ils sont encadrés par 3 spécialistes en la matière. Gina, qu'allez-vous préparer? Du ragoût de cheval à la mode Mamie Gina. Un ragoût de gros morceaux. Jérémy, ajoutez de l'eau jusqu'à couvrir la viande. Tout de suite, madame. À vos ordres. À peine arrivé, on nous met déjà au travail. Ça suffit? Ok. Seulement ok? C'est très rabaissant. Aujourd'hui, je peux me reposer et jouer les chefs. La femme chef. J'ordonne, vous obéissez.
Avec ça, faites comme avec l'autre. Ok? Ok. Ça, c'est la joue. C'est un vrai bonheur. Ces femmes sont sensationnelles. Vraiment super. Et c'est une cuisine très sensuelle. C'est de la mie de pain, du parmesan, du persil, du romarin, du fenouil et un peu de noix de muscade. C'est incroyablement doux. C'est très bizarre. C'est presque visqueux. C'est pas parfait. Un petit monstre. On est très loin du Poney Club. Oui. Mucho. J'ai toujours eu l'impression d'être loin du Poney Club. Fergus et Jeremy sont intrigués par ce nouvel ingrédient. Et pourquoi pas la cervelle de cheval? Ça serait très bon au milieu d'une terrine. Au milieu? Je ne sais pas, on pourrait essayer, mais je ne crois pas. D'accord, d'accord. Non. C'était ma dernière suggestion de la journée. Les Italiens consomment plus de cheval que tous leurs voisins européens. Cette viande contient 40% de calories de moins qu'un morceau de bœuf maigre et 2 fois plus de protéines. Elle est également riche en fer et en oméga 3. Mais depuis la guerre, le cheval est devenu un objet d'affirmation sociale et de loisir. Afin de le voir comme une nourriture potentielle, il faut surmonter cet obstacle, chose que Fergus et Jeremy ont fait sans grande difficulté. Le festin est servi dans les ruines d'un château abandonné. Monsieur le maire, ce fut une aventure gastronomique. Merci. Je vous en prie, merci à vous. En entrée, brochette de cheval. C'est une utilisation très sympathique de la viande. Chef, simpatico, cuisine, Cucina. cucina. Grazie, grazie. Vient ensuite la spécialité de Gina, le ragoût de cheval tomaté. Il faut mâcher, mais ce n'est pas désagréable. C'est dans le bon sens du terme. Est-ce que je me fais comprendre? C'était une très belle soirée. Les chevaux ici sont destinés à être mangés. C'est comme les vaches. Ils sont à l'état semi-sauvage. Pas dans un pré clôturé. Mais ils sont élevés pour être mangés. Ce n'est plus le même animal, c'est différent. Ils sont là pour une raison précise. Finir dans l'assiette. C'est une approche différente de l'animal. Parce qu'ils sont élevés pour être mangés, Fergus considère les chevaux de Cali comme de simples vaches. Mais si Jeremy et lui n'y voient aucune objection morale, leur enthousiasme n'est pas seulement dû au goût de la viande. En vérité, je n'ai pas adoré le cheval. C'est très tendre, presque visqueux. J'ai honte d'avouer que nous avons été influencés, surtout moi, par la charmante bouchère. Mais la viande était très bonne aussi. J'ai eu une faiblesse. C'est une viande très étrange et très tendre. Mais je me suis pas dit, waouh, j'en veux plus. Pour le prochain plat de leur menu tabou, Fergus et Jeremy retournent au Vietnam afin d'y déguster un animal encore plus domestiqué que le cheval. Un animal qui vit sous le même toit que l'homme, laisse des poils sur le canapé, porte un petit nom et possède même une collection de jouets. Vers la fin du mois lunaire, à l'approche de la nouvelle lune,
les marchés des rues de Hanoï se remplissent d'un aliment considéré de bon augure, le chien. En Europe, les chiens sont des animaux de compagnie. Mais au Vietnam, ils sont élevés principalement pour leur viande. Et le chien se découpe comme le cochon, en différents morceaux. Épaules, côtes, croupe. Cette viande est très bonne pour la santé. Dès leur arrivée dans le village de Van Dinh, à l'extérieur de Hanoï, les deux chefs sont conduits dans un restaurant spécialisé dans la viande de chien. Et cette fois, ils y vont à reculons. Le voilà. Du chien en gelée, quel bonheur. C'est du filet, tu crois? Santé, très cher. Santé, j'ai déjà été plus impatient. Du pain, une oasis d'espoir et de réconfort. C'est de la cuisse de chien. Je ne suis pas sûr de vouloir manger ça. On voit trop bien ce que c'est. C'est comme s'il criait « Je suis un chien ». Encore de la vodka. Oui, encore de la vodka. Ça, c'est de la panse de chien. Je garde la vodka à portée de main. Vas-y. Ça craque un peu sous la dent. D'habitude, j'aime quand c'est tendre à l'intérieur. Mais là, c'est gras. Tu devrais goûter. Désolé. Les intestins de chien, c'est... Ce déjeuner est vite écourté. C'est un événement unique. J'espère. Désolé, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Le goût acre et la texture peu agréable de la viande n'ont pas convaincu Fergus et Jeremy. Rien d'étonnant à ce que le chien soit boudé par les jeunes Vietnamiens. Je crois qu'une cigarette s'impose. Tout comme les chevaux de Cali, les chiens destinés à être mangés au Vietnam, en Chine ou en Corée sont des animaux d'élevage. Après un déjeuner décevant, M. Wang emmène Fergus et Jeremy voir les animaux vivants. C'est bien de voir ce qu'on a mangé. Il les conduit chez un grossiste qui fournit les restaurants en viande de chien. Un casier à homards rempli de chiens. Le spectacle, déjà pénible, devient littéralement insupportable lorsque les chiens sont transférés dans un chenil. Fergus et Jeremy sont dégoûtés. C'est de la cruauté gratuite. Si personne n'aime voir souffrir les animaux, il semblerait que la souffrance d'un chien soit encore moins tolérable qu'une autre. On ne ferait subir ça à aucun animal. On ne veut pas qu'il soit maltraité avant d'être mangé. Nous comprenons la souffrance d'un chien mieux que celle de n'importe quel autre animal. C'est pourquoi elle nous touche beaucoup plus. Si Fergus et Jeremy avaient vu ces chiens avant le déjeuner, ils n'en auraient jamais mangé. C'était très violent. Vraiment limite. C'est comme des combats de coqs. Ou de taureaux. C'est mal. Très mal. Et battre un chien, ça ne l'est pas? C'est vrai. Les chiens sont livrés au restaurant vivant et tués dans l'arrière-cour de l'établissement. Fergus et Jeremy ont bien du mal à voir ces cadavres de chiens comme une simple source de nourriture. Quand on tue un cochon, ça devient du porc. Et une vache, du bœuf. Mais le chien reste avant tout un chien à ce stade. Oui. C'est
Résolument un chien. Pour les Vietnamiens, le chien est autant un animal domestique qu'un animal qui se mange. Malgré des milliers d'années d'évolution en quasi-symbiose entre le chien et l'homme, les Vietnamiens sont encore en mesure de faire la distinction entre la viande et l'animal. Ce qui n'est pas le cas de Fergus et Jeremy. Bien que ces chiens soient condamnés à finir dans l'assiette, Fergus et Jeremy ont eu l'impression de manger un ami fidèle. Fidèle et, de surcroît, peu savoureux. Je déjeunais dans un restaurant vietnamien sur Houston Road. Quand des gens m'ont interpellé et m'ont dit « Génial, de la panse de chien, c'est super bon ». Mais c'est faux. Ça a le goût d'estomac de chien. C'est le genre d'expérience qu'on fait pendant une virée entre hommes. Un acte totalement outrancier. Ce n'était pas agréable du tout. Dans le désert du Kalahari en Namibie, Fergus et Jeremy continuent d'explorer la longue liste des tabous culinaires. Au Vietnam, ils ont mangé du chien, mais n'ont pas pu faire abstraction de la dimension domestique de l'animal. Certains animaux sauvages africains tiennent eux aussi une place importante dans notre imaginaire. Grâce à une politique de sauvegarde efficace et à la présence d'eau en abondance, l'animal en avant-dernière position sur le menu de Fergus et Jeremy s'épanouit en ces contrées d'Afrique. Afin de réunir des fonds soi-disant destinés à favoriser leur sauvegarde, le gouvernement vend des permis autorisant à chasser un petit nombre d'éléphants chaque année. Un grand chasseur est dans les parages. Pour les habitants de cette région du Kalahari, les éléphants sont des ennemis. Ils mangent leur culture, boivent leur eau et effraient leurs enfants. Donc les éléphants viennent jusqu'ici, et là vous prenez des bâtons, des tam-tams, et vous faites un feu. Les éléphants passent par ici. On a vu des traces par là-bas. C'était une grosse bête, un vieil éléphant? On les a entendus, mais il faisait noir. Je me demande si ça fait baisser les prix de l'immobilier. La même histoire se répète dans tous les villages qu'il traverse. Il est arrivé par là, de derrière ce gros arbre. Il est passé là et il est allé jusqu'à une vieille dame assise là-bas. Là-bas? D'accord. Quand il nous racontait l'histoire, on avait l'impression que l'éléphant était un monstrueux seigneur des Carpates qui terrorisait tout le village et venait en découdre la nuit avec les villageois. Avant que le chasseur tente de le tuer, Fergus et Jeremy aimeraient voir un éléphant vivant. J'ai vu le livre de la jungle 7 fois. Je le connais par cœur. Je dirais par là. Non, elles sont là, regarde. Il y a une trace ici et une autre. On dirait qu'il saute à cloche-pied. Un éléphant unijambiste. Et là, il s'est assis. C'est la trace de son postérieur. Non, regarde. C'est limpide. Je déchiffre la terre comme un livre ouvert. Que représentent les éléphants pour vous? C'est un animal énorme. Il boit 200 litres d'eau par jour. Il est noble, splendide. On l'imagine arpenter la savane, le bruit, le craquement des branches. C'est romantique. Quelque part par là, il y a des éléphants. Mais les habitants de la région n'y voient rien de romantique. Pour eux, les éléphants ne sont que de gros rats de 5 tonnes et une source de protéines bon marché. Car une fois l'animal abattu, la viande est offerte aux villageois. Ce matin, quand on parlait des éléphants, quelqu'un a dit que c'était de la très bonne viande. Je n'ai jamais goûté. C'est vrai? On le fait bouillir 2 ou 3 fois. Puis on le sort de la marmite. On mélange la graisse à la viande pour l'attendrir. Puis on la mange. Ils font cuire la viande pour bien la dégraisser.
puis il la martèle et il la hache. Comme l'escalope viennoise. Quel est votre morceau préféré? La trompe? On mange tous les morceaux de l'éléphant. Ils ont tous un goût différent. On mange tout sauf l'estomac. On ne mange que la chair. Fergus et Jeremy sont invités à déguster de la viande d'éléphant si le chasseur parvient à attraper sa proie. Mais ils n'ont pas très envie d'y goûter. Car l'animal possède un statut légendaire dans l'esprit des Occidentaux. Il n'est pas domestiqué, mais occupe une place de choix bien au-delà de notre assiette. Toujours dans l'espoir de voir un éléphant à l'état sauvage, Fergus et Jeremy se postent devant un plan d'eau. Il y a quelque chose de merveilleux chez cet animal majestueux. C'est une énorme bête sauvage qui vaque en toute liberté. Il est magnifique. Il est tellement silencieux. On n'a pas entendu un seul bruit. Leur décision est prise. Ils ne mangeront pas d'éléphant. Qu'est-ce qui vous dérange? Eh bien. Je dois la faire courte. Ça remonte à très loin. À mon premier livre de Babar, avec la maman de Babar. Je crois que sa mère se fait tuer et que son père mange un champignon vénéneux. Ça m'a anéanti. À tel point que ma mère a dû ranger le livre au-dessus de l'armoire. Pourquoi ça? Parce que je pleurais rien que d'y penser. L'histoire de Babar, c'est... Mais personne ne veut perdre ses parents. Fergus et Jeremy repartent affamés, mais heureux. Il semblerait que leur esprit aventurier s'arrête là où les animaux ont une trop grande résonance affective. Mais le chasseur a tué. Et les villageois gagnent un déjeuner. Ce cadavre d'éléphant n'est-il pas l'expression ultime de la nouvelle lubie occidentale qui prône l'usage de produits saisonniers, locaux et durables? Puisque l'animal doit être abattu, autant le manger. Fergus et Jeremy ne peuvent faire abstraction de leurs émotions. Ils s'amusent, ils s'aiment, ils ont de la mémoire. C'est un animal tellement magnifique à l'état sauvage. J'ai essayé de paraître ouvert, mais je ne l'étais pas du tout. Il faudrait que Londres soit assiégée et la civilisation anéantie pour que je mange de l'éléphant. Et encore. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il aurait plus de valeur vivant que mort. Dans une autre région d'Afrique, la question de manger des animaux considérés comme des parasites pose un dilemme encore plus douloureux. Un groupe d'hommes chasse dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Fergus les accompagne. Il est seul. Jeremy a dû rentrer en Angleterre pour des raisons professionnelles. Les chasseurs traquent le dernier mets du menu tabou. Vise les plus gros. En voilà un gros. L'homme partage 96% de son ADN avec le singe.
Ici, les vervets sont considérés comme des parasites. Tu es prêt? Vous êtes tous prêts? Bien joué. Ça fait... Boum. Je crois qu'il en a eu 3. Le chef de la partie de chasse s'appelle Vinsdrou. Mon nom zoulou est Masha-Inkao, qui signifie le tueur de singes. J'en tuais tous les jours, jusqu'à 30 ou 40 par mois. Vous portez bien votre nom alors? Oui, mais je n'ai jamais eu le courage d'en manger. Vinsdrou possède une plantation de canne à sucre. Les vervets en sont friands et d'après l'exploitant, ils détruisent ses cultures. Tenez ça. Voilà. C'est pas mauvais. C'est incroyable. Tout s'explique. Vous comprenez pourquoi les singes adorent ça? J'ai l'impression d'être un panda. Je suis pas encore au point sur le crachat. Bien que Vinsdrou traite les singes comme des parasites, il n'en mange pas, contrairement à ses ouvriers. Fergus et les chasseurs portent leur butin jusqu'à des cuisines en plein air. Une fois que le singe est préparé, certains enlèvent la tête avant de manger. Ils ne veulent pas que la tête les regarde, car elle ressemble trop à celle d'un homme. On n'a pas forcément envie de regarder dans les yeux quelque chose qui ressemble à son neveu. C'est bizarre, mais ça me fait penser à un accouchement. Waouh! Ils coupent les mains et les pieds et ils les jettent. Vous voyez pourquoi? C'est trop humain. Tout à fait. Ils ont même des ongles. Ils incisent les joues pour que la bouche s'ouvre. Comme ça, quand ils font cuire la tête, la viande est plus facile à atteindre. On dirait un bébé massacré au couperet. Pour les gens qui travaillent ici, comme Vinsdrou, tuer des singes n'a rien de tabou. C'est un mal nécessaire. Ils font bouillir la viande une première fois, vident l'eau, assaisonnent la viande avec du piment et du sel et la font bouillir à nouveau. La viande est ensuite dégustée froide. Les ouvriers mangent l'animal entier, cervelle comprise. Fergus mangera-t-il de la viande de singe? Non. J'ai l'impression que c'était un cousin éloigné qu'on découpait comme un enfant maltraité. Le crâne est minuscule et très humain. On l'imagine autour du cou d'un viking, au bout d'une chaîne, ou en guise de calice pour boire au nom du dieu Thor, ou je ne sais quoi. Ça me tente pas. C'est intéressant de voir ces grands gaillards blancs qui boivent de la bière, se promènent en short, le short en cuir leur va à ravir d'ailleurs, et qui semblent obsédés par le fait de tuer. Je trouve ça assez inquiétant. Ça a peut-être un rapport avec le short. En tout cas, ça ne me fait pas du tout envie. C'est difficile pour vous de comprendre ça, mais dans notre pays, tout est considéré comme une source de nourriture potentielle. Même les singes. La seule question qu'on se pose, c'est de savoir si c'est bon. Nous avons parcouru le monde avec Fergus et Jeremy et exploré les limites de notre régime alimentaire. Le voyage n'a pas toujours été de tout repos. Nous avons vu une variété impressionnante d'animaux se faire tuer et manger. Mais presque tous étaient dans leurs pays respectifs des produits locaux, saisonniers et donc écologiques. Le régime alimentaire britannique semble soudain extrêmement étriqué. À mesure que la méfiance grandit à l'égard de la moralité et la durabilité de notre industrie agroalimentaire,
nous devrions peut-être envisager d'élargir la gamme de produits que nous mettons dans notre assiette. Le monde a tant de trésors culinaires à offrir.